tout le monde, bienvenue au webinaire de la Société Santé en français, aujourd'hui intitulé « L'avenir des services de santé en français hors Québec ». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je tiens à reconnaître que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie les peuples Micmacs et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Maintenant, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 3 objectifs sont poursuivis par les webinaires. D'abord, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Ensuite, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Ces webinaires sont offerts avec le financement de Santé Canada. Notre conférencier d'aujourd'hui est M. Pierre Mercier. Pierre détient un doctorat en psychologie. Il est expert en conception de recherche comportementale et en analyse statistique. Il est l'auteur ou le co-auteur de nombreuses publications et communications évaluées par les pairs. Avant de fonder DPM Research, il a travaillé à l'Université d'Ottawa en tant que directeur de l'école de psychologie et doyen associé de la Faculté des sciences sociales et vice-recteur associé à la recherche institutionnelle et planification. Il a supervisé la production de projets majeurs d'analyse de données dans les domaines des enquêtes, des statistiques descriptives et inférentielles, de la budgétisation, de la bibliométrie, du succès étudiant, de la génération et l'allocation de revenus et de la performance institutionnelle. Avant de céder la parole à M. Mercier, un peu de logistique pour vous informer que vous êtes toutes et tous présentement en mode sourdine, mais que cependant, tout au long du webinaire, vous êtes invités à communiquer avec nous en utilisant la boîte de conversation, communément appelée Chatbox, au bas de votre écran. Donc, vous pouvez le faire par écrit. Et en fait, on vous invite vraiment tout au long de la présentation des statistiques et des informations par M. Mercier, on vous invite à poster vos commentaires, vos réactions, tant dans la boîte de discussion que dans la boîte questions et réponses. Donc, on se servira de vos réactions, de vos questions, de tout ce que vous avez à échanger lors de la période d'échange et de discussion. Il y aura aussi quelques sondages interactifs, donc ils sont facultatifs et anonymes, mais on vous encourage fortement à y participer. Et je vous présente 2 premières questions de sondage interactif, question de vous connaître un petit peu plus. Donc, avez-vous consulté le rapport Perception des CIFAN, communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, accès aux services de santé dans la langue officielle de son choix, avant le webinaire d'aujourd'hui? Donc, vous avez une option de réponse. Oui, je l'ai lu au complet. Oui, j'ai lu le sommaire, ou encore non, pas du tout. La deuxième question est pour savoir dans quelle fonction vous œuvrez. Est-ce que c'est la formation, la recherche, l'organisme communautaire, administration ou gestion, organisme de réglementation, offre directe de services de santé, gouvernement ou élaboration de politique, ou encore autre, et si c'est autre, on vous prie de préciser dans la boîte de clavartage.
Une fois les deux réponses aux questions indiquées, prière de cliquer la boîte « Soumettre ». Et en attendant de comptabiliser vos réponses, j'aimerais vous informer que présentement, nous sommes un peu plus de 40 participants en ligne et que vous venez d'un bout à l'autre du Canada, donc du Yukon, de l'Alberta, Colombie-Britannique, le Nunavut, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et on a très hâte de recueillir vos questions, vos commentaires, vos pistes. Alors, aux questions, encore une fois, donc la première était à savoir si vous aviez lu ou non le rapport. Et la deuxième était pour connaître un peu dans quel type de fonction vous œuvrez. Alors, n'hésitez pas à choisir une option pour chacune des questions que vous voyez à l'écran. Alors, quant à la première question, alors on voit que 70% d'entre vous n'avaient pas lu ou consulté le rapport. Parfait. Et dans la deuxième question, concernant le type de fonction, on voit qu'il y a quand même un bon partage entre le monde de la recherche, qui regroupe 35% d'entre vous, les organismes communautaires, 30%, et par la suite, on regarde à 9% entre les gens du domaine de l'administration, de la gestion, des organismes de réglementation et gouvernance. Donc, merci beaucoup de vos questions. Ça nous donne une bonne idée des gens qui se trouvent derrière l'écran aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais fermer ma caméra et mon micro et je cède la place à notre conférencier du jour, M. Pierre Mercier. Pierre? Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Alors, j'espère que les gens voient maintenant la page titre de la présentation. Oui, absolument. Tout est bon. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous parle en direct de l'extrémité, presque l'extrémité est du pays, c'est-à-dire de l'île du Prince-Édouard, où le vent agite l'océan allègrement, mais pas encore autant que nos concitoyens du Cap-Breton et de Port-au-Basque à Terre-Neuve, qui ont vraiment à composer avec des pluies diluviennes en plus de vents extrêmes. Donc, une petite pensée pour les gens qui ont à subir ces extrêmes de température-là, avant de sauter dans le sujet qui nous intéresse. J'œuvre dans une compagnie qui s'appelle DPM Research, donc je suis dans le domaine de la recherche. On a fait un travail, on n'a pas fait l'enquête dont on va vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas notre compagnie qui a fait l'enquête, il s'agissait en fait d'une enquête qui a été faite, je vais d'avancer la diapositive, voilà. Ça a été fait par la firme Léger pour le compte de Santé Canada. Et ça portait sur l'accès aux services de santé dans les communautés linguistiques minoritaires, à la fois communauté anglophone au Québec et communauté francophone hors Québec. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la situation des francophones hors Québec. Et ce que la CEFC nous avait demandé de faire, ils avaient obtenu copie du rapport de Léger sur l'enquête, et ils voulaient avoir des analyses secondaires et des commentaires sur l'interprétation à faire des résultats. On a fait ça pour la CEFC, mais maintenant, on nous a aussi demandé de partager un peu ces travaux-là avec vous dans la communauté à divers titres, pour aussi avoir vos impressions, enfin, pour vous communiquer de l'information, pour vous inciter à réfléchir à ce que pourraient être les impacts de certains résultats qu'on voit sur leur signification, sur leur interprétation et sur les pistes de solutions pour le futur quand les résultats montrent des problèmes. Alors, on va faire le tour de cette recherche-là avec vous. Deux caractéristiques méthodologiques de l'étude. Ils ont obtenu des réponses. Il s'agissait d'une enquête en ligne de 595 répondants francophones répartis à l'échelle du pays. Et ils ont obtenu un taux de réponse de 25% aux invitations à répondre au questionnaire. La distribution géographique des répondants, on avait 30% en Atlantique, 21% dans l'Ouest et 48% en Ontario. Donc, c'est sûr que le bassin ontarien a une grosse influence sur les résultats
les résultats qui ont été analysés ne sont, à mon avis, ne sont pas nécessairement tous pondérés pour refléter les proportions canadiennes, mais reflètent plutôt les proportions dans l'enquête. Les principales variables étudiées étaient les variations régionales. Est-ce que les choses se passent de la même façon ou différemment selon qu'on examine les provinces atlantiques, le Nouveau-Brunswick, etc., ou qu'on examine l'Ontario, ou qu'on examine les provinces de l'Ouest? Les types de services de santé qui sont offerts et la réaction des gens vis-à-vis des différents types de services. Des éléments de qualité de la communication lors d'échanges en français ou de tentatives d'obtention de services en français. La perception de l'identité linguistique des gens qui cherchent à recevoir des services en français. La capacité et des clients et des fournisseurs à s'exprimer en français. Le taux de demande et le taux d'utilisation, la réaction des fournisseurs lorsque les demandes sont présentées et les obstacles qui existent à l'obtention des services. Alors, on va faire un tour d'horizon de ces choses-là. Premier volet, premier thème, quelle est l'importance accordée aux services de santé en français par les francophones qui vivent en milieu linguistique minoritaire hors Québec? Une majorité de répondants francophones considèrent que l'accès aux services de santé en français est très important ou assez important. Là, on a 49 et plus, on a 30, 60, pas loin de 75 si vous voulez, si j'arrondis un peu des gens qui accordent une très grande importance ou une assez bonne importance à cette chose-là. Cependant, chose intéressante mais curieuse à la fois, ce sont les adultes qui répondent, okay? Et on leur a demandé leur impression, leur perception personnelle, c'était la première diapo, mais ici, ce qu'on vous montre, c'est quelle est leur perception de l'importance de l'obtention de services en français, non pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants. Alors, l'échantillon, il y avait 146 personnes qui ont répondu à cette sous-question-là parmi les 595 qui avaient répondu pour eux-mêmes. Il y a des gens probablement qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont ce n'est pas pertinent pour eux autres de répondre à cette question-là. Ici, ce qu'on voit, c'est que cette importance-là, disons qu'il y a une croissance dans la catégorie des gens qui considèrent que ce n'est pas si important que ça de recevoir des services en français quand il s'agit de les recevoir pour leurs enfants. Ça nous a beaucoup intrigués quand on a regardé ce résultat-là. On vous invite à réfléchir à ça et à poursuivre toute hypothèse explicative. Un exemple d'une hypothèse, on n'a pas la réponse à ça. Il faudrait que des recherches ultérieures nous aident à trouver la réponse. Mais une hypothèse qu'on pourrait formuler serait que si nos enfants sont malades, il y a une urgence en la matière qui est encore plus grande que quand c'est nous-mêmes qui avons besoin des services. Et alors là, oui, la langue est importante, mais la chose qui est plus importante encore, c'est d'avoir un service pour nos enfants le plus rapidement possible. Alors, quand il y a des obstacles, bien, on peut peut-être les contourner dans l'autre langue. C'est le genre de possibilités qui existent. Je ne vous dis pas que c'est ça l'explication, mais ça amène à réfléchir à ce genre de choses-là. Il y a aussi des grandes différences régionales dans ce que les 595 personnes rapportent quant à leur perception d'importance pour l'obtention de services en français. C'est fort dans les provinces de l'Atlantique, à la fois pour soi-même et pour ses enfants. C'est moins fort en Ontario et c'est encore moins fort dans l'Ouest canadien. Alors, ce patron-là, il va être présent dans plusieurs... À chaque fois qu'on va vous faire des différenciations régionales, vous allez voir ce patron de résultats-là se profiler. Je ne vais pas toujours entrer dans les hypothèses de pourquoi, parce que je n'ai pas toujours des réponses. Souvent, une hypothèse, c'est une hypothèse, donc on formule une raison potentielle et elle a besoin d'être validée. Je pense qu'on peut se baser sur l'idée que la disponibilité de services en français est meilleure
dans les provinces atlantiques qu'elle l'est dans l'Ouest, que les gens en situation minoritaire dans l'Ouest font face à encore une plus grande rareté de services. Alors, quand on leur demande de juger de l'importance de ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important et que s'il y avait des services, ils ne s'en serviraient pas, mais il y a le côté pratico-pratique de vivre dans un environnement géographique où les services ils sont principalement disponibles en anglais. Il y a aussi, quand on décortique, une importance variable jugée différemment selon les professions. Alors ici, vous avez une diapo qui a les deux dimensions. Il y a la dimension régionale, mais il y a aussi les trois exemples de différents types de services: médecin de famille, ambulancier, pharmacien ou pharmacienne. Il y avait plus de types de services que ça. Il y en avait une dizaine ou une douzaine dans l'enquête. Mais après, les autres, les différences sont plus petites. Alors, on a ressorti ces trois-là pour vous donner un exemple facile à saisir. Donc, effectivement, c'est l'accès aux médecins de famille qui est la première priorité des gens. Les ambulanciers, quand on en a besoin, on en a vraiment besoin, mais la fréquence du besoin de faire appel à l'ambulance est moins grande dans la vie de tout le monde. Ça se produit moins fréquemment que la fréquence d'avoir besoin d'accès au service médical sans y être amené à l'urgence par ambulance. Alors, ça peut expliquer pourquoi les gens disent, oui, j'aimerais ça avoir des ambulanciers qui vont pouvoir me parler en français, mais ça ne m'arrive pas souvent, donc je voudrais d'abord qu'on s'occupe des cas les plus fréquents. Par contre, transiger avec des pharmaciens, pharmaciennes, ça risque d'être presque aussi fréquent que transiger avec des médecins de famille, et pourtant, les gens ont jugé ça moins important. Vous allez voir, tantôt, on va aborder des questions de communication, de se faire comprendre et des choses comme ça. C'est sûr que si on veut avoir un diagnostic médical, la qualité de la communication avec le médecin est primordiale. Il faut qu'on soit capable d'expliquer son problème clairement. C'est la source de tout le reste du processus. Une fois que le diagnostic a été fait, c'est relativement mécanique. S'il y a une prescription, de l'amener à la pharmacie et d'obtenir le médicament. Ce serait bien de l'avoir en français, c'est indéniable, mais ce n'est pas aussi subtil et complexe que le premier morceau du processus. Est-ce que c'est ça qui explique l'importance moindre? Peut-être. C'est juste que l'enquête a trouvé ces choses-là, mais l'enquête, ne connaissant pas ses propres résultats avant d'être complétée, n'a pas pu apporter des réponses au pourquoi. Il faudrait que des travaux futurs se penchent là-dessus. Bon. Alors, on vous a présenté quelques résultats clés sur l'importance accordée à l'obtention de services en français. Maintenant, qu'en est-il de l'utilisation? Alors, 2 répondants francophones sur 5 demandent habituellement de recevoir des services de santé en français. C'est-à-dire que dans le concret, sur les lieux, à l'entrée d'une clinique, à l'entrée d'un hôpital, à l'entrée d'un cabinet de médecin, 2 francophones sur 5 vont généralement demander d'avoir leur service en français. Il y a aussi une différence régionale. C'est une pratique qui est plus répandue dans l'Est, relativement répandue en Ontario avec 41 %, moins répandue dans l'Ouest avec 16 %. Alors, il existe, alors ça c'est la demande, n'est-ce pas? Okay. Le premier thème, c'était l'importance. Le deuxième, c'est dans le concret d'une action. Est-ce qu'on accepte la charge et est-ce qu'on fait l'effort de demander les services en français? J'utilise sciemment le terme effort parce que normalement, on n'a pas besoin de faire un geste particulier pour obtenir les services quand on circule dans un milieu où notre langue est parlée couramment, très répandue. Tout se produit très naturellement. Il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire. On fait juste demander, on s'exprime dans notre langue. Quand il faut qu'on demande est-ce que c'est possible d'avoir le service en français, il y a une charge qui est sur les épaules de la personne qui cherche à avoir du service. Et il y a aussi
la demande qui varie en fonction de la région. Et ce que cette diapo aussi nous montre, c'est qu'il y a une variation régionale dans l'obtention. Après l'avoir demandé, est-ce qu'on l'obtient, le service? Donc, la question ici demandait si aux répondants francophones, est-ce qu'ils ont généralement reçu effectivement des services en français en se remémorant les 12 derniers mois de leur expérience. OK? Alors, ce qu'on voit ici, c'est la variation régionale. La couleur des barres, c'est la variation régionale. Là, le 65% ici, là, oui, j'ai reçu, au cours de l'année qui vient de s'écouler, j'ai généralement reçu mes services de santé en français. Si je suis dans les provinces de l'Atlantique, je dis que les gens nous disent que ça s'est produit 65% du temps, ça se produit 30% du temps en Ontario et ça se produit seulement 4% du temps dans l'Ouest. Le reste du graphique, c'est l'envers de la médaille. Si vous allez du côté droit extrême, bien évidemment, si je ne reçois pas souvent mes services en français, ça va arriver souvent qu'aucun membre du personnel n'a pu interagir avec moi en français. Et on a des scores mitoyens, pas trop différenciés entre les régions géographiques, pour décrire les situations où on n'a peut-être pas reçu le service complètement en français, mais il y avait quelques membres du personnel avec lesquels on a interagi dans l'obtention du service, où plusieurs personnes sont impliquées. Il y en avait là-dedans qui pouvaient fournir le service en français ou nous aider à naviguer la situation en français. Alors, ici, c'est la variation par discipline, par type de profession qui donne le service. Alors, est-ce que vous avez obtenu des services en français au cours de la dernière année de la part de psychologues ou psychiatres? Complètement, 48%. Et pas du tout, 42%. Ce sont les deux cas les plus fréquents. J'ignore les petites catégories pour l'instant. Médecin de famille, 47 et 40. Alors, pour simplifier l'interprétation de la diapo, c'est très simple. On examine la barre qui est en bleu pâle ou presque vert, ou je ne sais pas comment nommer cette couleur-là. Psychiatre, médecin de famille, travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières, professionnels de soins dentaires. On se situe dans la fourchette autour de 45%. Alors, on est loin du 100%, mais on a quand même une proportion, presque la moitié du temps, on obtient le service en français. C'est moins le cas pour les catégories de préposés aux bénéficiaires, ambulanciers, ambulancières, pharmaciens, pharmaciennes et les autres catégories qui ont été regroupées ensemble. Pierre, excusez-moi, j'ai Oui. une question qui pourrait permettre peut-être, de vous faire prendre une gorgée d'eau, mais aussi de clarifier. Quand on parle ici de répondants, est-ce que les personnes répondantes francophones sont celles définies comme la langue maternelle? Comment ça a été défini le fait d'être francophone dans ces statistiques? Si je me souviens bien, c'est la première langue officielle parlée, qui est une variable très utilisée par Statistique Canada. Il y a plusieurs façons de définir qu'est-ce qu'un francophone. Il y a au moins 4 ou 5 façons différentes, mais une des manières utilisées fréquemment par Statistique Canada dans ce rapport et utilisée fréquemment par les chercheurs dans les projets de recherche, première langue officielle parlée. Ça ouvre toute une sphère de réflexion aussi. Comment définir un francophone? Dans une conversation, c'est facile d'y penser dans des termes absolus. On est francophone ou on ne l'est pas. Dans la vraie vie, quand on utilise des statistiques, il y a toutes sortes d'enjeux. Alors, première langue officielle parlée, est-ce que vous la parlez encore? Est-ce que c'est le cas? Mais quel est l'impact de ça? Il y a d'autres définitions. Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent chez vous, à la maison? Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent au travail? Après ça, il y a des définitions fondées sur la capacité de s'exprimer. Okay? Alors, différent de la langue, première langue parlée,
On peut avoir une langue première dans laquelle qu'on utilise le plus souvent et dans laquelle on est le plus habile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'autre langue. Peut-être qu'on peut l'utiliser aussi. Alors ici, les chercheurs ont utilisé première langue officielle parlée. Parfait. Puis, je vais vous interrompre juste un tout petit peu encore. J'ai une autre question qui demande, est-ce que les répondants sont de centres urbains surtout? Parmi vos 500 quelques, est-ce que ça a été regardé? Nous, on n'a pas été capable d'aller. On a cherché à décortiquer plusieurs choses supplémentaires, mais on n'avait pas accès aux microdonnées. Donc, ça, c'était pas une. J'ai pas vu ce découpage-là dans le rapport. Donc, je peux pas vous répondre. Évidemment, avec 595, de toute façon, on n'aurait pas un très gros échantillon pour interpréter des découpages comme ça. Mais, donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est surtout urbain ou si c'est représentatif des lieux moins urbains. Je vous remercie. Je continue. OK. Vous suivez nos thèmes, là? En premier, c'était l'importance. Ensuite, c'était demander le service dans le concret quand on est sur place. Ensuite, c'était est-ce qu'on le reçoit, le service, quand on est sur place? Il n'y avait pas une condition de l'avoir demandé, OK? Ça, je veux clarifier ça pour les gens. Là. Quand les questions qui portent sur est-ce que vous avez reçu le service ou pas, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont reçu sans avoir besoin de le demander. Mais la question, c'était est-ce que vous l'avez reçu? Ici, c'est la préférence des gens. Alors, indépendamment de... C'est un peu connexe avec la question de l'importance, mais c'est une tournure un peu différente. Alors, il y a 40 des répondants dans l'échantillon qui ont déclaré qu'ils préfèrent recevoir les services de santé. Alors, ce sont des francophones, mais ils préfèrent les recevoir en anglais. Et ce 40 %-là, qui a une préférence pour recevoir les services de santé en anglais, bien qu'eux autres même soient francophones, elle est différentielle géographiquement aussi. Dans le 40 %, il y en a 19 % qui sont dans les provinces atlantiques, 42 % qui sont en Ontario et 62 % qui sont dans l'Ouest. Donc, jusqu'à maintenant, ayant navigué dans les différentes questions, on a un certain nombre d'interrogations qui sont ouvertes. Quelles sont les raisons de ne pas demander les services à français? Comment expliquer les grandes différences régionales qui existent? Alors, il y a toutes sortes de pistes à suivre pour ça et ça sera important pour le futur de les suivre. Et nous, on croit de ne pas accepter les résultats qui sont là comme étant des choses permanentes, incontournables. Il faut les comprendre plus en profondeur. Une des hypothèses, c'est quand la disponibilité des services, par exemple, le nombre de spécialités disponibles, si on est dans un milieu, pour reconnecter avec la question au sujet des milieux urbains, on sait déjà qu'il y a des différences régionales. Quand on est loin des grands centres, il n'y a pas autant de spécialistes. Mais ici, dans les communautés minoritaires, même dans les grands centres des communautés minoritaires, il n'y a pas nécessairement de spécialistes francophones. Est-ce que l'offre est visible? C'est-à-dire que dans les endroits où ils sont capables de vous offrir un service en français, pas que tout le personnel et toutes les professions parlent français, mais il y a une fraction du personnel qui peut faire son travail en français avec vous. Mais est-ce que vous savez qui ils sont, où ils sont, pour que vous dirigez spontanément vers eux, ou que ce soit facile de, encore une fois, faire un effort, mais de demander que vous soyez mis en contact avec eux. Les différences régionales peuvent-elles s'expliquer par une composition démographique? Vous avez vu que les gens accordent une importance différentielle à l'obtention du service en français, si c'est pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Alors, puisqu'il y a des différences de cet ordre-là, il faudrait peut-être aussi pouvoir en décortiquer d'autres pour mieux comprendre qui sont les gens qui y accordent moins, les francophones, qui y accordent moins d'importance. Offre insuffisante ou qualité insuffisante.
Alors, si vous vivez dans un milieu où l'offre en français est très mince, vous allez peut-être atteindre un moment dans le temps ontologique de votre vie personnelle où vous allez dire bon, ben, je commence à trouver ça un peu difficile, puis j'ai un problème pratico-pratique, j'ai besoin du service, alors je vais aller carrément pour le droit au but et je vais passer par l'utilisation de la langue anglaise. Est-ce qu'il y en a des services en français? Il y a du personnel qui peut parler français. Quand vous demandez de transiger avec ce personnel-là, vous l'obtenez, mais est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des temps d'attente? Est-ce qu'il faut se déplacer? C'est-à-dire que s'il n'y a pas des francophones partout dans tous les centres et que vous voulez obtenir un certain type de service en particulier en français qui existe dans une ville voisine ou peut-être pas si voisine que ça plus loin, bien ça va vous occasionner un déplacement, donc ça va faire un temps supplémentaire, un coût supplémentaire. Oui, c'est disponible, mais ce n'est pas disponible avec la même facilité. Et ensuite, les enjeux de communication, vous allez voir, on va voir dans les diapositives supplémentaires là, que c'est un enjeu, ça. Les gens s'inquiètent de la qualité de la communication, de bien se faire comprendre, d'être bien compris par les gens à qui ils transmettent des informations pour qu'ils obtiennent en retour un service très approprié. Et c'est particulièrement un enjeu, comme j'essayais de le démontrer dans un exemple concret tout à l'heure, si vous vous présentez au comptoir de la pharmacie et vous avez besoin d'un médicament X avec un certain nom, c'est une situation simple à communiquer. Quand vous allez voir le médecin pour la première fois, puis que pour la première fois, c'est pas que c'est la première fois que vous allez voir un médecin, mais vous avez un problème et là, vous avez votre premier rendez-vous médical et vous devez expliquer qu'est-ce qui ne va pas, quels sont vos symptômes. Alors, vous allez dire ce qui vous inquiète, ce que vous percevez. Après ça, vous allez recevoir des questions de la part du médecin pour préciser un peu cette chose-là. C'est cette communication-là qui a besoin de mots plus subtils pour décrire jusqu'à quel point ça fait mal, où ça fait mal, c'est quoi la nature de l'enjeu. Ça, les gens ont beaucoup de préoccupations là-dessus. Et si la communication est insuffisante, bien là, il y a des risques d'erreur de diagnostic, il y a des risques de ne pas bien suivre les consignes de traitement. Et d'ailleurs, il y a d'autres projets de recherche en dehors de celui-ci qui ont étudié ça et qui montrent ça. Donc, dans l'ensemble, les obstacles perçus à l'accès aux services de santé en français, le plus fréquent, c'est le manque de disponibilité de professionnels qui peuvent communiquer en français. Ça a été mentionné par 45% des gens. Une crainte de devoir attendre plus longtemps. Vous savez, tantôt, dans ma diapo ici, je vous présentais ça comme des hypothèses, mais mes hypothèses étaient inspirées de ce que je voyais dans l'étude. Mais dans l'étude, manque de disponibilité de professionnels, crainte de devoir avoir des délais, manque d'informations sur les endroits où les services sont offerts. Il faut chercher pour trouver où ils sont. La documentation écrite, les formulaires à remplir ou à lire ne sont pas tous disponibles en français. Là, on est à 16% de préoccupation. Et la crainte de recevoir un service de moins bonne qualité à cause des difficultés de communication. Creusons un petit peu ce thème-là, de la communication et de la confiance. Quand on regarde la question de l'importance accordée à l'obtention de services de santé en français, quand on demande aux gens qu'est-ce qui motive l'importance que vous accordez, la grande importance ou le peu d'importance, inversement, que vous accordez à l'obtention de ces services-là. Alors, dans des questions ouvertes, où les gens vont nous dire spontanément quelles sont leurs raisons, les questions de bien se faire comprendre, 29%, de communication, 12%, d'aisance d'expression, 12%, de cas extrêmes, je ne comprends pas l'anglais, j'ai besoin de pouvoir communiquer en français absolument, 2%, et vouloir
quand on veut amoindrir le risque d'erreur ou des problèmes d'exactitude, malgré qu'on aimerait recevoir le service en français, on peut dire, OK, j'accorde une importance moindre si je suis parfaitement bilingue, je vais me rabattre sur la langue anglaise pour minimiser les risques, parce que c'est toujours un enjeu de choses pratiques versus un univers dans lequel on pourrait fonctionner selon notre identité linguistique. Alors, oui, il y a des gens qui ont dit l'obtention de services de santé en français, je lui accorde une importance et je désire l'obtenir parce que ça fait partie de mon identité, ça, d'être francophone, et je voudrais bien que mes transactions par rapport à la santé s'effectuent en français. 8% ont mentionné ça spontanément. Une façon différente d'exprimer dans le fond la même chose, c'est de dire, bien, le français, c'est ma langue maternelle. Alors, il y a 6% des gens qui ont répondu à cette question-là de cette manière-là. Mais vous voyez clairement dans ce tableau-là que dans le quotidien de la vie en situation minoritaire, il y a un gros enjeu. L'identité, c'est une chose, mais dans le concret de la vie, d'obtention de service, il y a toute une question de qualité de communication et donc de qualité de service résultant. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, ça va bien. OK, si ça s'arrête, faites-moi signe, là, parce que je pense que mon écouteur est en train sa batterie est en train de devenir un peu faible. Je continue. Alors, les répondants francophones hors Québec ont davantage confiance dans leur capacité à communiquer clairement leurs besoins en français qu'en anglais. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les francophones veulent avoir des professionnels qui sont capables de recevoir leurs demandes en français, c'est que leur propre capacité à décrire précisément quel est leur problème, ce qu'ils désirent comme service, ils se sentent plus capables de le faire en français qu'en anglais. Ils ont une capacité à le faire en anglais aussi, mais ils ont une meilleure capacité à le faire en français. Et ça, ce phénomène-là est encore plus marqué quand on regarde les résultats en Atlantique et en Ontario. C'est moins marqué quand on l'examine dans l'Ouest. OK. Alors, rappelez-vous, la question est formulée en termes de confiance de capacité à communiquer. Alors ici, c'était capacité à communiquer en français. On leur a aussi demandé, avez-vous confiance dans votre capacité à communiquer en anglais? En voulant dire au besoin, ou par choix. Et ici, on voit que les gens qui vivent dans l'Ouest ont une confiance plus élevée dans leur capacité à communiquer en anglais. D'où une plus grande facilité à se servir de l'anglais au lieu du français, même si on désirerait avoir le service en français. Ensuite, l'étude a examiné qu'est-ce qui se passe chez ceux qui ont dit qu'ils n'accordaient pas tant d'importance à l'obtention de services de santé en français. On leur a demandé spécifiquement, mais pourquoi vous nous dites que ce n'est pas si important que ça pour vous? Vous allez voir des variantes qui, à mon avis, tournent tout autour du même concept. 19% ont dit, ben, je suis bilingue, donc pour moi, ce n'est pas important. 8% soulignent que ben, dans la région où je vis, c'est la langue officielle. Bon, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Les langues officielles, elles sont les langues officielles partout au Canada. Mais on comprend ce que les gens essayaient de nous dire. Ils essayaient de nous dire que la langue qui est répandue, la langue de la majorité, la langue qui est à toute fin pratique omniprésente dans l'endroit où je vis, et plus ma situation minoritaire est extrême, c'est l'anglais. Alors, j'utilise l'anglais. 1% précise que la qualité du service, c'est suffisamment important pour
prendre le pas sur l'importance de toute préférence linguistique. Et ça, ici, c'est juste 1%, mais en réalité, juste le 19% de ceux qui disent qu'ils sont bilingues, ce qu'ils nous disent, c'est ben, c'est la qualité du service que je veux avoir. Et pour moi, c'est très facile en français, c'est difficile parce que j'ai des obstacles parce qu'il y a du manque de personnel et du manque de disponibilité, alors qu'en anglais, les services me sont ouverts complètement et je peux m'en servir de cette manière-là. C'est comme ça qu'il me semble qu'il faut comprendre la réponse. Ben, moi, je suis bilingue. Mais remarquez que 19% plus un autre 9%, ça n'explique pas tout. Là. Il y a un grand trou, autrement dit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment donné de raison Ils ont donné... On n'arrivait pas à trouver un pourcentage, les autres pourcentages, si vous voulez, les autres explications, on ne trouvait pas une façon de les regrouper. Donc, là où j'aboutis avec ça, c'est que ces réponses-là ne sont pas des facteurs explicatifs à prendre au pied de la lettre. C'est un élément de surface qui vraiment nous dirige vers qu'est-ce qui se cache en dessous de ça. Et il y a un fort pourcentage pour lesquels on ne sait pas. Alors là, c'était la confiance dans la capacité de s'exprimer dans l'une ou l'autre des deux langues. Mais ensuite, il y a la confiance dans la capacité des fournisseurs de services à s'exprimer en français. Alors, 67% des francophones minoritaires parmi nos 595 qui résident dans les provinces de l'Atlantique sont très confiants, et il y a un autre 20% qui sont assez confiants, donc 87% en tout, que les fournisseurs vont pouvoir répondre à leurs besoins en faisant les transactions en français. Ça diminue quand on s'en va en Ontario et ça diminue encore plus quand on s'en va dans l'Ouest. Donc, c'est le même patron que celui qu'on voit depuis le début. L'importance, la demande, l'obtention, la confiance dans la communication, ces différents thèmes-là, ces différents éléments-là, géographiquement, ils ont tous, dans les grandes lignes, le même patron de répartition. Alors, ici, c'est est-ce que j'ai confiance que mes fournisseurs vont pouvoir répondre à mes besoins en français? Si je leur parle en français, puis si je m'attends à ce qu'ils me répondent en français? Est-ce que j'ai confiance que mes fournisseurs peuvent clairement comprendre mes besoins en anglais? Alors ça, c'est beaucoup moins élevé, le niveau de confiance, là. Et c'est moins élevé dans toutes les régions. Et on se demande pourquoi exactement. La première hypothèse qui nous vient à l'esprit, c'est ben, je suis francophone, ma capacité dans une grande proportion de cas, quand j'ai besoin de m'exprimer en anglais, mon habileté parce que là, mon fournisseur, il parle anglais, je suis dans un milieu où ça parle anglais. Si j'ai des difficultés à me faire comprendre, c'est possiblement parce que je ne crois pas que je maîtrise suffisamment la langue pour m'exprimer au niveau de subtilité nécessaire. Le résultat empirique, c'est qu'ils ont moins confiance. Le reste de ce que je vous raconte, c'est le genre de piste qui doit nous venir à l'esprit, mais ce ne sont pas des réponses de la recherche elle-même. Ce sont des choses pour lesquelles il faudrait des confirmations. Maintenant, vous avez un bon tour d'horizon de la situation des francophones en milieu minoritaire quant à leur perception de l'importance des services en français, quant à leur comportement de demande concrètement sur place, quant à l'obtention des services en français.
pas juste leur souhait, mais l'obtention réelle. Et leur niveau de confiance dans la capacité de communication qui sous-tend un service de bonne qualité parce que la communication est essentielle avec plusieurs des professions dont on parle. On a beaucoup parlé des médecins de famille, mais dans une des diapos, les psychologues et les psychiatres sont en haut de la pile. Je suis un psychologue moi-même. La psychologie est tellement fondée sur de l'échange verbal entre le ou la psychologue et les clients que c'est très clair que si on n'est pas capable de maîtriser la langue à un niveau avancé, le processus va être rendu drôlement difficile par ça. Piste de solution. Oui, des fois, ça va être des solutions là, qui vont être proposées. Des fois, ça va être des façons différentes de faire. Alors, pour les enjeux de la communication et de la compréhension, comment améliorer la communication sur la disponibilité des services en français? Ça, c'est un petit pas dans la bonne direction. Avant, la solution, ce serait d'avoir beaucoup de services en français disponibles. C'est ça la solution ultime. Mais entre-temps, ou tout de suite, et sans qu'il y ait des gros défis de coûts d'implantation, si les organisations et les professionnels faisaient de l'offre active, affichaient clairement qu'ils sont capables d'offrir leurs services en français. Alors, pour l'organisation, ce serait de diriger les clients vers le personnel qui peut fournir le service en français. Pour les personnes, ce serait que ce soit clair qu'eux, ils font partie de la gamme des personnes qui sont capables d'offrir le travail en français. Alors, jusqu'à un certain point, si vous pensez à ce qui se passe quand vous voyagez au Canada, vous arrivez dans un parc national, la personne porte une étiquette qui dit « service disponible en français et en anglais ». C'est très clair, on n'est pas obligé de faire un effort pour demander. La personne l'indique clairement. Bon, dans ce cas-là, en plus, ils sont tous comme ça. Fait que le service est aussi offert à grande échelle. Mais mon point principal, c'est que la communication est très claire, puis on n'est pas obligé de faire d'efforts pour aller chercher quand on va pouvoir fonctionner en français. Et ça ne coûte pas très cher, ça, comme changement. C'est plus difficile à faire au niveau des organisations. Dans un hôpital, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'hôpital trouve une façon de communiquer à ses patients qui, dans son personnel, peut leur fournir leur service en français. Mais ce n'est pas impossible, mais c'est peut-être une chose sur laquelle travailler. Contribuer à un environnement propice à la demande de services en français et à une augmentation de la confiance. Ça veut dire être invitant. Ça veut dire créer une atmosphère dans laquelle, si un francophone demande si le service est disponible en français, la réponse, ça va être peut-être oui, ça va être peut-être non, tant que les services ne deviendront pas complètement disponibles, et ils ne deviendront peut-être jamais complètement disponibles. Mais pour les gens qui le demandent, on soupçonne que la réception de cette demande-là n'est pas toujours très positive, que la demande elle-même est peut-être un peu problématique. Alors, si la demande pouvait être reçue de manière positive, je pense que peut-être les gens auraient plus tendance à se servir, à demander d'avoir ces services-là. Donc, dans cette ligne de pensée-là, d'amélioration, je n'essaie pas de dire que toutes les améliorations devraient être uniquement dans la catégorie de celles qui sont peu coûteuses. Je dis simplement que celles qui sont peu coûteuses sont peut-être plus faciles à implanter et que ce serait des propositions gagnantes à brève échéance et que les autres vont peut-être demander un peu plus de temps. Alors, l'identification et la publicisation du personnel bilingue existant, c'est un premier pas vers l'avant. Fournir une liste de professionnels disponibles et des services à faire. Faire plus d'affichage bilingue. Et là, on entre vraiment dans l'augmentation du service, pas juste dans la façon de communiquer la disponibilité, l'utilisation de la technologie pour des soins à distance. Cette question-là, contrairement aux trois premières ici, elle a été posée aux répondants de l'enquête.
et à qui on a demandé quel est votre avis sur l'efficacité de la technologie comme moyen d'augmenter encore plus la disponibilité des services en français. Donc, s'il n'y a pas d'urologue près de chez moi et que j'ai besoin des services d'un urologue, je peux peut-être les obtenir à travers des systèmes de vidéoconférence. Les gens ont répondu, 41 pensent que ça serait très efficace. Un autre 27 considère, je m'excuse, 27 ont dit que ce serait très efficace et un autre 41 ont dit que c'était assez efficace. Donc, il y a une réceptivité à l'utilisation de ces technologies-là. Pas une universalité, pas que c'est ça la seule piste de solution pour l'avenir, mais que c'est une voie à explorer. Et un peu comme l'enseignement à distance, un peu comme les conférences ou les webinaires Zoom qu'on fait présentement, beaucoup plus depuis la pandémie, mais qu'on avait commencé à développer comme outil de communication à grande distance. Les gens croient qu'il faut se servir de ces outils-là, il faut s'en servir davantage pour obtenir des gains immédiats, spécialement quand il y a des enjeux qui sont de nature géographique plutôt que de nature bonne disposition, si vous voulez. Alors, je vous ai fait un tour d'horizon. Je vous ai fait un tour d'horizon des types de questions qui ont été posées, de ce qu'on observe dans les réponses des gens. Et quand j'ai vu les questions qui ont été posées la première fois, j'ai eu deux réactions. La première, j'ai trouvé que les questions restaient en surface et n'essayaient pas d'aller comprendre les dessous. Et c'est pour ça qu'on pense que on veut publiciser l'étude pour que les gens prennent le temps de se questionner sur les dessous de ça et essaient d'offrir des réponses. Je pense qu'un problème à éviter, ce serait peut-être de dire, bon, le développement des services en français, en santé, on n'a pas besoin de se forcer tant que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'accordent même pas beaucoup d'importance à ça. Je ne voudrais surtout pas que ce soit ça la situation. Alors, on invite vos questions et commentaires dans cette veine. Oui, excusez-moi Pierre, mais là, je vois le temps filer, puis j'aimerais vraiment laisser une chance aux gens de peut-être s'exprimer. Puis j'ai une première intervention de la part de Paul Denis, directeur général du réseau Santé en français du côté de l'Alberta. Allez-y, Paul. Merci. Je pense avoir ouvert mon micro. Ça marche? Oui. Oui, d'accord. Pour ce qui est de l'Ouest canadien, comme vous pouvez l'imaginer, avec la faible population que nous avons comme francophones, moins de 3% de la population, nous avons fort à faire, évidemment, d'augmenter l'accès à des services de santé en français, parce que les autorités de la santé nous disent toujours, on est prêt à offrir, mais où est la demande? Alors, il faut augmenter l'offre, mais il faut augmenter aussi la demande. Je ne sais pas si l'étude a touché un peu là-dessus, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour être capable d'offrir des services de santé en français, là où il y a peu de gens qui parlent le français? Si on ouvre une clinique et puis on dit que cette clinique va être ouverte et va être utilisée pour offrir des services en français à la communauté francophone, bien, si cette clinique-là n'a pas assez de clients, elle va fermer ses portes dans peu de temps. Alors, la solution, il me semble, c'est de travailler avec les cliniques qui existent, les soins de santé qui existent, et d'inclure dans ces services-là des francophones qui peuvent travailler côte à côte avec les anglophones et de cette façon offrir un service en français qui est soutenable financièrement dans la communauté. Est-ce que c'est une piste de solution qui semble être quelque chose qui serait intéressant à quelque part à part de l'Ouest canadien? Peut-être en Ontario et au Nouveau-Brunswick, c'est différent, je ne sais pas. Merci. Bien, ce qui est intéressant, je crois, dans votre commentaire, c'est que probablement que si on réussissait à augmenter un peu l'offre, qu'on verrait qu'il y a beaucoup. Là, on verrait des gens venir s'en prévaloir parce qu'on leur enlève la charge de personnellement devoir
présenter des exigences quand on arrive au comptoir, voyez-vous. Alors, c'est dans la gradation de l'augmentation de l'offre de service, peut-être que c'est un peu à l'envers, si vous voulez. C'est comme si la demande allait suivre l'offre dans ce cas-là. Il faut susciter la demande avec l'offre. Exact. Merci beaucoup. On a une deuxième intervention qui nous vient. Merci beaucoup, Paul. On a une deuxième intervention qui nous vient de Michel Dorion. Allez-y, Michel. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Absolument. Donc, merci. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport au dernier commentaire sur l'avancement des technologies parce que je voulais partager avec vous que mon doctorat porte sur l'utilisation de la télémédecine en contexte minoritaire francophone, notamment pour mesurer si les patients francophones ont si dans le fond, la télémédecine peut rehausser l'accessibilité des services en français pour les patients francophones. Donc, je pourrais peut-être vous tenir au courant de ces résultats-là pour aller préciser davantage l'impact de la technologie pour améliorer l'accessibilité de l'offre des services en français. Tout à fait. Alors, oui, on vous encourage à diffuser les résultats que vous allez accumuler à travers votre travail de recherche parce que ça va contribuer à guider puis à informer sur qu'est-ce que ça peut faire, quelles en sont les limites et comment peut-on moduler l'offre pour obtenir le plus de gains possible avec le moins de désavantages possible. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Michel. Et puis peut-être une thématique à retenir pour un prochain webinaire. Du côté de Nicole Baudry, allez-y, Nicole, s'il vous plaît. Merci. Le microphone n'est pas ouvert. On va ouvrir le microphone de Nicole. Voilà, oui. Ah! Allez-y. OK. Bien, pour moi, ça c'est beau pour cette recherche-là. Ça a été chercher des gens qui sont cognitivement bien, mais aussi, il faut considérer que les gens dans leur période de vieillissement, quand ils sont en période de démence, surtout plus que ça avance, toutes ces statistiques-là pourraient être renversées. C'est mon expérience de vie et de professionnel. Donc, vous voulez dire que quand les gens souffrent de problèmes cognitifs qui diminuent leur capacité à s'exprimer, ils vont se retourner vont davantage avoir besoin du service en français? Pour un francophone, oui. OK. Oui. Alors, c'est un bon point. L'exemple le plus minime, c'est tout simplement, je vois une préposée offrir un verre d'eau à une personne qui a des difficultés neurocognitives et puis ils ne sont pas capables, ils l'expriment en anglais. L'autre personne accepte le verre d'eau, mais c'est comme s'ils ne savent pas trop. Il y a une communication parce que les autres, ils ne savent pas si elle est capable de le boire toute seule ou pas. Puis la personne qui doit boire n'est pas capable d'exprimer « aide-moi ». Juste un verre d'eau, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une pause, il faut qu'il y ait d'autres choses. C'est un exemple bien minable, mais ça crée une petite problématique. Puis je pense que vous apportez un très bon exemple parce que la nature même du problème, on le voit dans l'étude que les gens hésitent, là, ils n'ont pas confiance de bien se faire comprendre. Comme vous l'avez dit, c'est pour des gens qui sont cognitivement à leur niveau de fonctionnement normal. Alors, le manque de confiance qui existe déjà va certainement être exacerbé pour des gens dont les capacités sont diminuées par leurs problèmes de santé. Tout à fait. Merci beaucoup de vos interventions, Nicole, Michel, Paul, du côté de l'Alberta. J'ai déjà annoncé que nous avions débordé de quelques minutes pour ceux et celles qui sont encore avec nous. Vous allez voir apparaître à l'écran un questionnaire d'évaluation du webinaire. Donc, on vous invite, bien entendu,
répondre à aux questions d'évaluation du webinaire. C'est très court. Vous n'avez qu'à faire défiler la bande grise le long de la fenêtre pour pouvoir répondre à toutes les questions et puis par la suite, cliquer « Soumettre ». Alors, le temps a filé. Les informations que vous nous avez apportées, M. Mercier, aujourd'hui, nous ont stimulé énormément. Il y avait beaucoup d'interventions aussi du côté de la boîte de clavardage, des pistes de réponses par rapport, des pistes d'explication aussi par rapport à la façon dont les choses se décrivaient. Il y a d'énormes projets au niveau de l'offre active qui se font au niveau de la formation des étudiantes et étudiants qui sont actuellement dans les domaines de la santé, de même que la formation sur le terrain des professionnels qui sont actuellement en milieu de travail. Donc, et vous nous avez aussi rappelé l'importance d'afficher nos capacités à s'exprimer en français de façon à faire en sorte que la demande de français devient moins sur le fardeau de l'utilisateur, mais beaucoup plus une promotion active de la part des intervenants. Alors, ça, c'est quelque chose définitivement à retenir, continuer l'offre active, utiliser peut-être la technologie telle que Michel Dorion nous l'a rappelé. Et d'ailleurs, on va vous tenir au courant sous peu là, pour voir si on peut vous présenter dans le cadre d'un webinaire, les résultats de la recherche de Michel Dorion, puis peut-être ouvrir d'autres pistes au niveau de la télémédecine. Merci beaucoup aussi à Paul Denis qui a contribué à montrer un peu, donner une explication du côté d'une partie de la francophonie du côté de l'Ouest. On tient à vous rappeler que la présentation de M. Mercier d'aujourd'hui, elle sera déposée sur le site Internet de la Société Santé en français dès la semaine prochaine, de même que l'enregistrement du webinaire. Donc, pour ceux et celles dont les collègues n'ont pas pu assister à la rencontre aujourd'hui ou si vous voulez y retourner, vous pourrez retourner à l'enregistrement et retourner également à la présentation PowerPoint. Et dans cette présentation, vous avez les coordonnées de M. Mercier pour peut-être continuer la discussion avec lui, creuser définitivement les résultats de recherche qui ont été présentés aujourd'hui, qui nous stimulent de façon très importante là, à penser à comment stimuler justement, comment revigorer peut-être cette demande ou cette offre de services de santé en français. Alors, un grand merci, Monsieur Mercier, pour votre contribution d'aujourd'hui. Là, je regarde dans la boîte de clavardage avant qu'on quitte pour être sûr que je n'ai oublié personne par rapport à des questions. Nathalie, est-ce que vous allez sauvegarder les clavardages pour qu'on voit les suggestions que les gens n'ont pas eu le temps d'exprimer verbalement? Oui. D'accord. Parfait. Alors ça, je crois que c'était la voix de Nicole. Non, c'était Pierre. Oh, Pierre, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, oui, définitivement, ça vous sera transmis. Alors, un grand merci, M. Mercier. On souhaite que vous continuiez votre travail d'exploration des données avec votre collègue Victoria ou avec d'autres personnes qui étaient d'assistance aujourd'hui ou dans l'assistance aujourd'hui ou qui pourraient être intéressées à continuer. Un grand merci pour votre travail, à nous informer sur l'offre ou la demande, la confiance, la perception des francophones hors Québec quant aux services de santé en français. Merci beaucoup, M. Mercier. À la prochaine. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir.